Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Tutos de Bad Sociaux, un podcast sur l'antiracisme et les luttes d'émancipation. Avec un format un peu différent ce coup-ci, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience un peu plus personnelle pour pouvoir la rapprocher d'un concept qui peut paraître flou. En effet, aujourd'hui, on va parler du concept d'hétéronormativité et en ce qui me concerne, comment il est lié au fait que je sois noir et né dans un territoire non souverain dirigé par la France, qu'est la Guadeloupe. D'abord, pour pouvoir situer la chose, le titre, je l'ai emprunté à un article du Manuel indocile des sciences sociales, je mettrai en référence, un article d'Hélène Arsinelli et de Suzanne Sellert qui se nomme Quand l'hétéronormativité fait mal. Je me base en revanche pour ce podcast principalement sur les définitions qu'on retrouve dans un autre article du même manuel qui s'appelle tout simplement l'hétéronormativité, rédigé par Vulca Fidolini. Pour pouvoir me présenter un peu plus en détail, étant donné qu'on est ici sur un terrain un peu plus personnel, je suis une personne intersexe. Je n'utilise pas ce terme pour pouvoir m'identifier à proprement parler, mais c'est un choix purement personnel. Par contre, ça ne change pas la réalité de mon assignation. C'est-à-dire que je suis assigné comme étant un homme, reconnu socialement comme étant un homme, mais avec un corps qui n'avait pas reçu le mémo global. Globalement, mon corps ne produisait pas d'hormones masculines et produisait principalement des hormones féminines. Ce qui fait qu'au moment de l'apparition de mes caractéristiques sexuelles secondaires, au moment de la puberté, mon corps a commencé à se développer comme celui d'un corps femelle, entre guillemets, malgré le fait que je sois assigné comme un homme et que j'ai toujours été reconnu comme étant un homme dans la société. On va revenir un peu sur, alors peut-être pas l'ironie de la situation, mais les contradictions que ça va créer, pour essayer de comprendre un peu ce qu'est l'hétéronormativité et surtout comment est-ce qu'elle s'exerce et qu'elle se maintient. Donc une petite définition pour commencer. L'hétéronormativité peut être définie comme l'ensemble de relations, actions, institutions et savoirs qui constituent et reproduisent l'hétérosexualité comme normale, entre guillemets souhaitable, voire naturelle. Elle désigne donc le modèle hégémonique des rapports de genre qui postule la complémentarité asymétrique des sexes et la primauté de l'hétérosexualité. À travers l'essentialisation des catégories masculin et féminin, en présupposant la concordance nécessaire entre genre, sexe et désir sexuel. Là, on a plusieurs choses qui nous sont expliquées avec cette définition de l'hétéronormativité. La première est le fait que l'hétérosexualité est avant tout une construction qui doit être normalisée. C'est une construction sociable qui est datable dans le cadre européen et sous la forme qu'elle prend dans la majorité de la compréhension du terme dans ce cadre. On rappelle que le cadre européen des idéologies et des pensées est particulièrement important, puisque le cadre des idéologies modernes européennes est celui qui sera imposé à la majorité du monde pendant la colonisation. L'hétérosexualité est à peu près apparue comme idée au XIIe siècle, avec les jeux de gestes des fous du roi, et notamment l'apparition des histoires romantiques hétérosexuelles qui remplacent les histoires amicales entre chevaliers masculins avec des protagonistes principalement masculins. C'est le tout début de l'hétérosexualité comme étant un concept intellectualisé. Petit à petit, le concept sera repris d'abord par l'Église, puis par le pouvoir plus temporel, étatique, quand il est en train de se former, de façon à organiser les relations de genre dans la société et la manière dont ces relations de genre sont organisées autour de la binarité homme-femme et aussi de l'asymétrie entre l'homme considéré comme supérieur d'un côté et la femme considérée comme étant inférieure de l'autre. Le rôle de l'hétéronormativité est de s'assurer du fait que l'on respecte cette binarité et cette hiérarchie entre les genres.
Il est notable que, bien que l'hétérosexualité apparaît comme idée un peu avant le racisme, tel qu'il sera utilisé plus tard dans les mouvements de colonisation et d'exploitation de la traite négrière, celle-ci, comme norme scientifique, apparaît à peu près à la même époque que celle du racisme scientifique. Ce sont des formulations de codes sociaux qui prennent des atours scientifiques au même moment parce que donner des catégorisations scientifiques donne du prestige aux idées à ce moment-là. On est au XVIIIe siècle, pendant le pic des Lumières, et même au début du XIXe siècle, quand réellement l'idée de catégorisation et l'idée de ranger chaque objet étudié et observé dans une case se développe réellement dans la pensée occidentale. Sauf que, ici, plutôt que d'essentialiser des différences entre des races supposées, on essentialise d'une part le sexe hétérosexuel comme étant la norme, parce qu'il serait le seul à permettre la reproduction humaine, et aussi on essentialise entre les deux genres, les différences entre les deux genres et la binarité du genre avec des discours scientifiques entre guillemets. Donc on reprend. L'hétéronormativité, c'est quelque chose qui sert donc à assurer d'une part la binarité du genre, et d'autre part, la hiérarchie entre les deux genres. Pour pouvoir assurer la binarité entre les deux genres, il faut pouvoir s'assurer d'assigner chaque individu à l'intérieur d'une des deux catégories, homme ou femme, de façon à pouvoir assurer la pérennité de l'hétéronormativité comme système de contrôle. En ce qui concerne une personne comme moi, donc intersexe, assigné comme étant un homme à la naissance, mais qui a un corps qui se développe avec des caractéristiques féminines, on assiste déjà à une première contradiction vis-à-vis de l'hétéronormativité. Ça veut dire que ma simple existence était une forme de contradiction à l'ordre social établi des rapports de genre. Tout simplement parce que le fait de m'assigner dans l'une des deux cases était forcément voué à l'échec. Parce que ce soit socialement ou biologiquement ou physiquement, on peut me reconnaître de manière différente. Ce qui s'est passé, du coup, c'est simplement que la réalité sociale a pris le dessus. Vu que les personnes avec qui je suis en interaction d'une manière générale ne me font pas de tests sanguins et hormonaux pour connaître mon niveau d'œstrogène dans le sang avant de pouvoir me parler, ils croient reconnaître un homme, principalement par rapport à la manière dont je m'exprime socialement. M'exprimer socialement, c'est-à-dire les vêtements que je porte, la manière dont on me reconnaît, le fait que je porte une barbe, que j'ai la voix grave, etc. Et la manière dont j'ai fini par me présenter avec l'âge, parce qu'ayant été assigné comme un homme toute ma vie, j'ai décidé de me présenter comme un homme. Ils croient reconnaître un homme et donc portent les attentes qui sont liées à la masculinité vers moi. L'une des choses les plus intéressantes avec l'hétéronormativité, c'est que pour pouvoir s'installer comme système de contrôle et hiérarchique entre les hommes et les femmes, elle crée, je cite à nouveau le texte l'hétéronormativité, des espaces où la sociabilité entre hommes sont un outil de contrôle et d'évaluation réciproque des masculinités et de reproduction constante de l'hétéronormativité. Un exemple de ces espaces, c'est par exemple typiquement les communautés Internet qui, même si elles n'ont pas pour visée de transmettre des messages masculinistes, sont principalement masculines et donc reproduisent des dynamiques d'exclusion des filles ou des minorités de genre ou sexuelles d'une manière générale et reproduisent des comportements toxiques liés à la violence qui sont généralement associés à une certaine forme de masculinité. En réalité, ce qui se passe quand on se socialise comme étant un homme et comme étant une femme, c'est qu'on doit en permanence jouer un rôle de façon à pouvoir être reconnu par les autres comme appartenant à la société. Si on décide de ne pas jouer ce rôle, on risque de se retrouver exclu, se retrouver dans ce que Émile Durkheim appellerait une situation anomique.
ce qui explique aussi en partie les taux de suicide plus élevés chez les personnes LGBTQ, notamment les personnes trans, mais toutes les personnes LGBTQ d'une manière générale. Pour revenir à ce point, Émile Durkheim, son ouvrage fondateur dans son travail sociologique, c'est le suicide, dans lequel il cherche des causes sociales plutôt que psychologiques au suicide, et l'une des causes principales qu'il trouve, c'est ce phénomène de l'anomie. Une des raisons principales du taux de suicide chez les personnes LGBT, explicable socialement, donc c'est l'anomie, que crée le fait de ne pas pouvoir se présenter comme on le souhaite dans ce jeu social d'assignation par les autres et par soi-même, et le fait de respecter le rôle qu'on nous assigne de manière à pouvoir réaffirmer la hiérarchie de genre. L'hétéronormativité sert à établir une hiérarchie de genre, c'est important de revenir dessus, où les femmes sont inférieures et où l'un des piliers de la société patriarcale est, je cite encore une fois, qu'elle impose l'échange des femmes entre les hommes. Il faut pouvoir garder dans l'organisation de notre société telle qu'elle est faite la capacité pour les hommes de s'échanger les femmes en tant que groupe social entre eux pour pouvoir assurer la reproduction sociale. L'hétéronormativité sert à normaliser ce phénomène et à normaliser cette forme de hiérarchie. Le fait est que, pour pouvoir se normaliser, l'hétéronormativité demande beaucoup de mise en scène. De mise en scène que, personnellement, je ne pouvais pas accomplir. Mon corps est mal développé de base, même si on y reviendra, ce n'est plus le cas. Mais à l'origine, il est mal développé. Il y a beaucoup de maladies qui viennent avec le fait d'être intersexe en général. Ce qui veut dire que, pas simplement d'un point de vue social, mais d'un point de vue physique, typiquement, j'avais moins de force que ce à quoi on aurait pu s'attendre en me voyant quand j'étais plus jeune. La force étant un critère social adossé aux hommes. En grandissant, j'ai commencé à développer une poitrine très visible. Malgré le fait que je sois assigné comme étant un homme, j'avais clairement une poitrine féminine. Dans ces deux cas, le réflexe de la société n'aura pas été simplement de se dire que j'appartenais à une catégorie qui ne soit pas un homme ou une femme, mais de garder mon assignation en tant qu'homme et de me désigner comme étant un homme non accompli. Un homme qui serait déficient, un homme à qui il manquerait des parties et qui, par définition, met en danger la hiérarchie de genre. Et à ce titre, je méritais d'être ostracisé. Je méritais de ne pas être accompli socialement complètement, tant que je n'agissais pas comme un homme. Je n'existais pas comme un homme. Le processus par lequel ça a été fait est double. D'une part, on me revoit à mes incompétences manifestes, mais d'autre part, on me renvoie aussi à la catégorie de femme en permanence, notamment sur ma poitrine, qui n'est pas une forme de capacité que je n'ai pas, qui est simplement une manière que j'ai d'exister dans l'espace public. La chose systématique qu'on me sortait à propos de ma poitrine, c'est simplement qu'il fallait que j'aille m'acheter un soutien-gorge. Et c'était censé être une attaque vers le fait de me démasculiniser. En réalité, il y avait souvent cette idée derrière qu'il faudrait que j'aille faire du sport, qu'il faudrait que je perde du poids, qu'il faudrait que je me reconstruise en tant que personne. Si je ne respectais pas l'ordre hétéronormatif, je méritais d'être sanctionné et d'être mis à l'écart. Je n'avais pas possibilité d'invisibiliser ma réalité, de cacher ma poitrine, mais même si j'avais pu invisibiliser ma réalité d'une manière ou d'une autre, le fait que je n'entre pas dans l'ordre hétéronormatif avait pour résultat de me mettre en situation d'anomie. Ensuite, l'autre aspect important du caractère normatif de l'hétéronormativité est le traitement médical que j'ai suivi et que, en quelque sorte, j'ai subi. Quand j'ai rencontré l'endocrinologue pour la première fois, littéralement, son réflexe a été de dire « Oui, il y a une gynécomastie, il faut opérer », en faisant référence à mes seins. En réalité, personne ne s'est jamais interrogé sur la possibilité que je puisse avoir une identité de genre qui ne soit pas masculine, qui ne soit pas féminine non plus, parce que j'étais assigné socialement comme tel,
et qui m'identifie en très grande partie et que je m'identifie en très grande partie comme tel aussi. Donc moi, du haut de mes 15 ans, j'allais pas dire au doc qu'il ne fallait pas faire en sorte que je sois pas un vrai homme, vu que je m'identifiais comme étant un homme. Euh, je J'avais un médecin face à moi qui me proposait magiquement de régler mes problèmes sociaux avec un acte médical. Présenté comme ça, on se rend compte de l'inadéquation de la chose. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu moi-même et je n'ai pas reçu, ni dans les discours, ni dans ma socialisation, la possibilité d'exister différemment qu'en étant un homme. Donc, la seule solution ne pouvait être que de me réparer, entre guillemets, avec 2 opérations et un traitement hormonal à base de testostérone pendant des années. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais globalement, ça fait mal. Je le dis littéralement, il n'y a pas d'autres raccourcis, ça fait vraiment mal. D'où le fait que le titre m'ait autant parlé, c'est l'hétéronormativité m'a fait mal physiquement. Au-delà de la réalité sociale de l'anomie, au-delà de la réalité sociale de devoir se conformer dans une hiérarchie qui n'avait pas de place pour moi, la conséquence de l'invisibilisation d'alternatives au-delà de l'hétéronormativité aura été un traitement médical douloureux pour moi. Le point suivant sur lequel j'aimerais venir, c'est sur comment j'ai eu besoin de construire mon identité justement au sein d'un monde hétéronormatif, d'une part, mais aussi d'un monde colonial, parce que j'ai grandi en Guadeloupe en tant que personne noire. Ça fait plusieurs identités enchevêtrées qui, en réalité, doivent coexister. Les mythes et l'approche qui existe sur la masculinité noire et qui sont reprises par les personnes noires, surtout en contexte colonial, où on est en quelque sorte la norme de nombre, où on peut se réaffirmer comme étant réellement un dominant dans son cadre social plus ou moins restreint, où on est très rarement en relation directe avec des individus blancs, donc où en tant qu'homme, on peut réellement exercer une forme de domination masculine qui ne soit pas remise en question. Tout ça, ça joue très précisément dans la vie de tous les jours d'une personne intersexe comme moi. Je devais pouvoir être un homme, mais ça n'aurait pas pu être un homme qui lit des livres, par exemple. J'ai grandi dans la campagne guadeloupéenne, et être un homme, ça veut dire pouvoir aller attacher les bœufs, pouvoir porter des solos assez lourds, c'est être dans une forme de performance sociale, comme dans l'activité, mais aussi sexuelle. D'une manière générale, les hommes autour de moi ont commencé à se vanter de leurs conquêtes alors que je devais avoir 10-11 ans. Ces conquêtes étaient toujours hétérosexuelles et toujours présentées dans ce but de rétablir la hiérarchie. C'est sans doute dans leur discours sur les relations sexuelles avec les femmes que j'ai le plus intégré l'idée que pour eux, elles étaient inférieures et leur corps à leur service, et que la masculinité s'exprimait par la possibilité de jouir de cette réalité. Le fait de ne pas réussir à correspondre à ce rôle-là, ce n'était pas simplement ne pas réussir à correspondre au rôle d'homme, mais c'était aussi ne pas réussir à correspondre à ma condition sociale de noir, à celle qui me relie aux personnes les plus proches de moi, in fine. Donc, on a 2 pans très constitutifs de ce qui fait mon identité. Parce que, certes, c'est mon identité, c'est comme ça que je l'ai pris pour moi, d'être un homme intersexe noir, mais ça vient d'une assignation à la base. Toute identité vient d'une forme d'assignation à la base, qu'on reprend pour soi et qu'on réinterprète pour soi. En cadre colonial, en tant que noir, tous ces éléments sont particulièrement importants. Le cadre social étant d'autant plus coercitif, y avoir une place assignée dans laquelle on se reconnaît à l'intersection de la race, du genre, de son niveau de revenu, est d'autant plus nécessaire pour ne pas subir l'exclusion sociale. Le rapport à l'hétéronormativité de chacun s'inscrit toujours de manière plus globale
dans son rapport plus général au monde social. Typiquement, pour moi, pour pouvoir comprendre ma situation de racisé, il est aussi important de comprendre les modalités de racisation que je subis que de comprendre les modalités de mon rapport à l'hétéronormativité. Parce que j'existe en tant que personne noire intersexe. Si je veux pouvoir me libérer en tant que personne noire, il faut que je puisse me libérer aussi de cette assignation de genre d'homme noir en situation coloniale en Guadeloupe. Si je veux pouvoir, dans l'autre sens, me libérer de cette assignation de genre, qui m'aura mené à avoir été brutalisé par le corps médical et par mes pairs, il faut que j'ai une action antiraciste et anticoloniale qui mène à détruire ces hiérarchies-là, qui forcent les gens à être dans certains rôles. Donc voilà, ce n'est pas simplement le fait de penser les deux en même temps, ce n'est pas simplement le fait d'être sur les deux fronts en même temps, c'est le fait que les deux ne puissent pas être déconstruits ou démêlés l'un de l'autre. C'est le fait que quand je dis que l'hétéronormativité m'a fait mal, c'est exactement comme si je disais le racisme m'a fait mal. Les deux coexistent en permanence parce que la manière dont l'hétéronormativité se met en place pour moi dépend de ma racisation. Et ce qui détermine le fait que je sois une personne racisée, c'est la manière dont l'hétéronormativité s'est appliquée sur moi. Enfin, il me semble important de préciser que je n'aurais pas pu faire cet épisode et vous parler de comment cette question politique m'affecte de manière personnelle si je ne vous avais pas parlé de mon intersexuation. Comme je l'ai évoqué, j'ai la chance en quelque sorte d'être perçu socialement comme cis et présumé hétérosexuel. Si je ne revendique pas ma condition sociale de personne intersexe, et plus précisément de personne intersexe racisée, il m'est impossible d'expliquer en quoi les inégalités liées à l'hétéronormativité me touchent. Demander à des personnes qui vivent des réalités soumises à la domination des hiérarchies de genre ou de sexualité de masquer cet aspect de leur réalité, de ne pas apparaître dans l'espace public comme étant reconnaissable comme tel, que ce soit d'un point de vue extérieur ou esthétique, dans mon cas par exemple les seins, ou dans l'expression de leur identité, en revendiquant une identité ou une autre, c'est les condamner à ne pas pouvoir évoquer la spécificité de leur expérience sociale, particulièrement pour les personnes racisées. C'est non seulement renforcer la hiérarchie hétéronormative, mais c'est aussi se priver d'une compréhension plurielle et complète de comment s'exprime le racisme. Voilà, j'espère que ça aura été plus ou moins clair. C'était un peu plus perso comme épisode. Si vous avez des questions, je reste toujours disponible, bien sûr, et j'espère qu'on va pouvoir discuter un peu plus et de manière un peu plus ouverte et plus sereine par la suite de ces questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée en fonction de quand vous écoutez, et une bonne semaine. Merci, au revoir.